Bonjour à tous, voici ma nouvelle vidéo. Voici une analyse approfondie sur le Paraguay et surtout de ses atouts pour un mode de vie résilient. C'est un travail qui m'a pris plusieurs mois à réaliser, donc je vais pas tout vous lire ici car c'est un PDF de plus de 40 pages, mais je vous laisse le soin de le lire entièrement vous-même quand vous le voudrez. Je mets le lien en description. Et là, je vais rapidement survoler le document, donc soyez attentifs. La fin de l'abondance en Europe n'est plus un si, mais un quand. L'énergie pas chère ne reviendra pas. La démographie ne s'inversera pas. Le confort moderne est un mirage en voie de disparition. Voici le contexte de cette vidéo. Maintenant, je vais vous détailler tous les critères et toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer de pays. Du moins une partie des raisons qui m'ont poussé à changer de pays. Mais vous allez voir que c'est quand même des raisons importantes, selon moi. Déjà, premier aspect, la sécurité alimentaire. Un pays où la population cultive ses propres aliments soi-même, c'est un vrai plus. Donc au Paraguay, on peut nourrir 25 millions de personnes, même avec un arrêt des cultures du blé et du soja, qui sont ici cultivés en mode monoculture, avec beaucoup d'intrants. Et on pourrait se concentrer pratiquement que sur le manioc, la patate douce et le maïs. Le maïs pousse aussi sous forme de monoculture ici, mais énormément de familles ont des petites parcelles de maïs dans leur jardin, que ce soit 100 mètres carrés de maïs pour leur consommation personnelle, pour leurs volailles. Eux, ils utilisent uniquement des semences paysannes qu'ils réutilisent chaque année. Et c'est pareil pour les tubercules, ils réutilisent donc les racines et les boutures de tubercules pour en faire des cultures l'année suivante. Et on a donc 30% des petites exploitations qui utilisent encore ça, les semences paysannes, la rotation des cultures et le compostage. Mais bien sûr, les défis existent, donc beaucoup de pesticides, une érosion des sols assez conséquente dans le sud-est, et la dépendance en engrais pour le blé, le soja et le maïs. Voilà. La résilience au Paraguay, c'est une agriculture autonome dans les zones reculées. Donc on peut produire toute l'année, pas de saison morte. On peut cultiver tout sans serre ni irrigation. Même les tomates, les poivrons, ça va pousser environ 10 mois sur 12. Ensuite, pas de dépendance au plastique agricole, ni aux engrais importés pour certaines cultures comme le manioc. Culture adaptée au cycle naturel. Et environ 20 à 30% de la population qui travaille dans l'agriculture. Ça, c'est un fait vraiment important. Car en Europe, on est environ 2-3%, pas plus. C'est vraiment une différence conséquente. Là, on voit les zones à privilégier pour l'agriculture familiale. Toute la zone en vert. Vous avez aussi la zone autour d'Incarnation qui peut être intéressante, car malgré qu'on voit que c'est une agriculture intensive, vous avez beaucoup de parcs nationaux, notamment dans cette partie en jaune. C'est des grandes forêts assez préservées. Là, c'est plus des prairies, des pâturages. Et donc là, voilà, c'est vraiment une zone très verte. Autour du fleuve, pareil, là où il y a beaucoup de relief et de pentes abruptes, vous pouvez avoir des zones sans agriculture intensive. Je connais assez bien la région
Itapua, donc cette région-là. Donc je sais que c'est pas tout cultivé. Vous avez des zones, par exemple, à 50 km de rayon, vous n'avez pas un seul champ cultivé avec des pesticides. Donc ça peut être très intéressant aussi comme zone. Chapitre 2, l'autonomie énergétique. Donc un gros avantage du Paraguay, c'est ces deux barrages. C'est des installations qui ont quand même une durée de vie de plus de 80 ans. Donc c'est ça qui est génial. Ça va offrir une production d'énergie de façon durable, avec peu de maintenance, contrairement aux éoliennes ou aux panneaux solaires en France qui durent 15 ans ou 20 ans pour les panneaux. Et voilà, c'est des avantages incroyables. Car vous pouvez même avoir de l'électricité alors que vous n'avez plus rien, plus aucune énergie comme le pétrole ou le gaz qui arrive dans le pays. Et ça, c'est assez formidable. Et donc ces barrages, ça pourrait même encore produire localement sans réseau national. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des zones dans le pays, donc au centre du pays ou au sud du pays, qui pourraient être indépendants de la capitale et fonctionner comme ça, sans chute de tension, sans problème majeur. Et donc voilà, on pourrait vivre avec vraiment les sources d'énergie minimales comme le bois, biomasse. Ici, on voit que le Paraguay fonctionne avec de la biomasse. Dans son mix énergétique, il y a 8% d'hydrocarbures et 91% d'énergie hydroélectrique. Et c'est des technologies qui peuvent alimenter voilà, le pays pendant des décennies, même sans état central. Alors qu'en Europe, l'éolien et le solaire à grande échelle, ça ne tiendrait pas. Sans technicien, c'est fini quoi. Sans même parler des batteries, des pièces détachées. D'ailleurs, en Europe, j'ai vu il y a quelques jours que la TVA allait être multipliée par 4 sur les factures de gaz et d'électricité. Bon, c'est vraiment dramatique car l'électricité, c'est quand même ce qui permet de maintenir le minimum, quoi. L'accès à l'eau, au froid, à l'hygiène, à la lumière. Et si on n'a pas ça dans nos sociétés modernes, on n'a plus rien, quoi. C'est vraiment le socle de nos civilisations du 21e siècle. Donc là, en Europe, on va vraiment sur une électricité de plus en plus chère. Il y a certains services qui vont être inaccessibles aux plus modestes. Ça, c'est certain, ça va arriver dans les années qui viennent. D'ailleurs, ça arrive déjà, certains foyers qui arrêtent de se chauffer, qui arrêtent d'utiliser des produits qui consomment trop, qui prennent des frigos plus petits ou qui arrêtent leur chauffage électrique. Donc, ouais, ça va vraiment être une fracture dans la société, une fracture énergétique. Et ça peut même devenir une fracture sanitaire, sociale, agricole et sécuritaire. Donc c'est pour ça que je commence à avoir des doutes sur l'Europe et sur ses capacités à pouvoir fournir de l'électricité pas chère dans l'avenir. Ça va vraiment se compliquer. Alors partie 3, la gestion de l'eau. Le Paraguay, c'est vraiment un pays avec beaucoup d'eau, beaucoup de précipitations, de nappes phréatiques. C'est une des plus grandes réserves du monde, avec l'aquifère Guarani, qui s'étend sur plusieurs pays. Donc là, on peut voir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et un peu l'Uruguay. Donc c'est une réserve immense et ça recharge par la pluie. C'est l'équivalent à 6 fois la consommation actuelle d'un pays comme la France, un pays de 68 millions d'habitants comme la France. Et là, c'est réparti sur une zone où il y a environ 95 millions d'habitants. Donc environ 100 millions d'habitants peuvent puiser dans cette source. Mais ça pourrait tenir même pour 400 millions d'habitants.
Et pour la pluviométrie, on peut voir donc que les cultures sont régulièrement arrosées, 1400 mm par an, c'est beaucoup, c'est une moyenne, mais en France, par exemple, la moyenne elle est à 900 mm, en Espagne à 600. Après, bien sûr, c'est des risques d'inondation ou des risques de crue, ça peut être des problèmes, mais bon, il y a beaucoup d'adaptations car ça existe depuis des années, ce genre de problème. Ensuite, partie 4, les dynamiques territoriales. Donc, au niveau de la répartition de la population, on a 80% de la population sur une petite partie du territoire. On a seulement 4 villes de plus de 100 000 habitants. Un prix agricole qui n'est pas très cher, même si ce n'est pas non plus donné comme certains pensent. Ça reste des prix à 3500, 4000 $ l'hectare. Et c'est à partir de 4-5 hectares ces prix-là. Sinon, ça peut être un peu plus cher. Mais bon, ça reste relativement abordable par rapport à la France, par exemple. Même si en France, on peut aussi trouver des terrains pas chers, dans le Massif central ou autre. Ensuite, pour les routes, c'est souvent des routes en terre ou en pavé. Il y a de tout, mais c'est facilement accessible avec tout type de véhicule, sauf en période de pluie où là, il vaut mieux avoir un 4x4. Et il y a aussi du transport fluvial entre Asunción et Buenos Aires. Donc beaucoup de bateaux porte-conteneurs qui remontent le fleuve. Mais ça pourrait être plus développé, ça pourrait aller aussi dans des rivières intermédiaires ou ça pourrait aller jusqu'au nord du pays. Mais c'est pas tellement développé, ça pourrait être plus exploité en tout cas. Ensuite, pour la densité de population, on peut voir 18 habitants au kilomètre carré, donc 3% de la population qui vit dans la zone du Chaco, à l'ouest, et 97% qui vivent ici à l'est du pays. Donc la plupart sur Asunción, sur Ciudad del Este et Encarnación, et aussi une bonne partie répartie dans la campagne, ils ne sont pas non plus tous concentrés en ville. Il y a beaucoup de terrains friches, pas beaucoup de pression foncière. Le réseau routier est suffisant, mais c'est quand même conseillé d'avoir un 4x4. Et il y a de nombreuses férias, marchés, donc des marchés de producteurs. Ensuite, les facteurs sociaux, c'est un pays très jeune, car l'âge moyen est de 26 ans, contrairement à 44 en Europe. Taux de fécondité élevé. Beaucoup de parents répartis dans le monde, vous en avez environ 1 million répartis dans plusieurs pays comme l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne. Ensuite, vous avez une population qui est prévue pour 7,1 millions en 2050. Beaucoup de savoir-faire, 24% fabriquent leur habitat eux-mêmes. Quelques points faibles, avec un système éducatif assez fragmenté. La corruption, parfois ça peut servir, mais c'est souvent un problème plus qu'autre chose. Ensuite, il y a de la transmission de savoir. Il y a beaucoup de troc et d'échanges monétaires cash, de l'entraide locale, un pays très religieux, une composition ethnique à majorité européenne, du moins au niveau de l'ascendance européenne et de l'héritage génétique. Ensuite, chapitre 6, le climat du Paraguay, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a un climat divisé en trois régions. On a une région centrale, avec des températures moyennes, des précipitations moyennes. La région du Chaco, donc qui est à l'ouest du pays, avec des précipitations assez basses,
des températures un peu plus élevées. Et la région du sud-est, donc autour d'Incarnation, où là on peut avoir des zones où ça monte jusqu'à 2000 mm de précipitations et températures plus fraîches toute l'année. Un hiver froid où ça peut descendre à 1 degré, 0 degré, moins 1 en 1975 à Incarnation. Ensuite, données comparatives. On va pouvoir comparer l'Europe et la zone Amérique du Sud, Paraguay et même d'autres pays. Donc l'Europe, ça reste, même dans ces régions agricoles, un endroit qui peut être très difficile à vivre sans les énergies fossiles. Enfin, même si on pense qu'avec un poêle à bois et un jardin, c'est suffisant. Vous avez quand même le problème du froid qui est un vrai problème, la densité de la population, avec vous avez beaucoup de voisins, beaucoup de gens dans les villes autour. La dégradation des sols, car en France on a vraiment surexploité la terre. Il y a peu d'endroits qui restent vraiment naturels et fertiles. Et donc voilà, dans un monde avec la montée des prix de l'énergie et du pétrole qui devient plus cher au fil du temps, ça risque d'être un problème. Et c'est là qu'on peut voir les avantages du Paraguay, car avec sa souveraineté énergétique, c'est un pays qui, certes, ne produit aucun pétrole, mais c'est un pays qui a vraiment des atouts. C'est une vraie puissance. Ils fournissent même de l'électricité au Brésil et à l'Argentine, tellement qu'ils en ont à exporter. Autosuffisance alimentaire, qui est peu vulnérable aux hausses des prix de l'énergie, car les habitants ont le savoir-faire pour se débrouiller sans machine, sans intrants. Et donc combien de temps reste-t-il à l'Europe pour rester stable avec du pétrole pas cher, sachant que l'Europe importe pratiquement tout son pétrole de l'étranger et qu'il y a une chute probable de la production dans certains de ces pays, notamment les USA. Et on peut estimer que l'Europe peut rester relativement stable pendant environ 10 à 15 ans, si vraiment ils arrivent à avoir une gestion politique stable, pas de choc supplémentaire et qu'ils accélèrent la transition énergétique. Par contre, au-delà de 15 ans, voilà, il va y avoir des risques majeurs de coût de l'énergie, et là, c'est là que ça va devenir problématique. Donc, pour la pression démographique, c'est vraiment une densité élevée, l'Europe, et une population vieillissante, alors que le Paraguay, c'est une population jeune et moins concentrée. Bien sûr, les réseaux de transport en Europe sont plus modernes, mais ils sont quand même bien dépendants des énergies fossiles. Les systèmes de train et de voies ferrées sont 100% électriques, mais toute la maintenance, ça nécessite des pièces très spécifiques qu'on importe par bateau, par porte-conteneur, qu'on ne fabrique pas sur place. Donc même avec des voies ferrées électriques, ça pourrait, dans les 10-15 prochaines années, ne plus fonctionner du tout, par faute de techniciens, de pièces. Il faut régulièrement changer les rails de chemin de fer, il faut régulièrement changer le réseau. Et tout ça, ça peut être rapidement hors de prix. Pour ce qui est de l'agriculture, ça dépend largement des importations d'intrants, engrais, carburant, semences F1 et pesticides. Alors qu'au Paraguay, il y a une grande diversité de cultures, beaucoup de cultures du manioc, du haricot, du maïs, par les petites familles. Ici, il y a une adaptation aux conditions naturelles. C'est un climat tropical, subtropical, dont les sols sont encore fertiles, dans les régions centrales du moins.
Et donc les pratiques agricoles sont adaptées sans forcément avoir besoin d'une technologie importante. Et ici, au Paraguay, les liens dans les communautés sont très solides. Donc c'est l'avantage, ça va faciliter les échanges entre les locaux. Il y a beaucoup plus de circuits courts, alimentaires et de la production locale. On a aussi les avantages d'un climat chaud qui permet la culture de la vigne dans certaines régions du Paraguay. La plupart de la vigne, c'est plus l'Argentine et le Chili, donc notamment pour la production de vin. Mais vous avez quand même des petites productions au Paraguay, à la Colmena ou dans d'autres villes, c'est possible. Ici un cas concret, donc on voit un article de presse de 2017, assez récent, dont le gouvernement du Paraguay a lancé une campagne de production soutenue par les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture via la traction animale. Et c'est cultivé sur des petites parcelles de 1000 ou 2000 mètres carrés. Les autorités locales encouragent ce type de production. Et voilà pour ce qui est de cette racine dont on n'a pas l'habitude en Europe. Ça peut être consommé sous diverses formes, donc bouilli, frit ou en farine. On peut voir dans ce bol en bois de la farine. Pour l'autonomie en viande, c'est un pays où il y a plus de 2 vaches par habitant. C'est de l'élevage extensif, moins dépendant aux intrants chimiques ou aux aliments industriels, comme le maïs, car en France, on sait que beaucoup de bétail est nourri au maïs et très peu à l'herbe. Et bien sûr, des réservoirs d'eau douce naturelle pour les troupeaux, pour les animaux. Ils essayent d'évoluer vers un élevage plus durable, avec encore moins d'intrants. Et voilà, c'est en train d'évoluer petit à petit dans ce sens, mais ce qui est bien, c'est que la population est largement formée à l'élevage ici. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce petit tour du PDF. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de survoler les points les plus marquants, mais franchement, il reste encore pas mal d'infos intéressantes que je n'ai pas eu le temps de détailler ici. Je vous laisse le lien en description, comme ça vous pouvez lire tranquillement, à votre rythme, et vous pouvez faire votre propre analyse. Certains passages vous ont marqué. Si vous avez envie que je revienne plus en détail sur une partie spécifique, ou même que je compare ce PDF à d'autres sources, dites-le moi en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Merci et à très bientôt.